Amis internautes, partout où nous suivez, et si Kabusotu ou Zolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, est au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Banguna wanana abatata ono risalvisa nimba pele eba ola mpoja mo yirika tabolu yirika ko faka bela bia o peke po television bia bincho bela cho yuga bia o yakadi bia ko salvisa ndi ala yango jame akala nande ni se bangira de bade butine ngire bade bushu de butine ja ending ngire fo mama ni mao ya mandera mama ni mao ya mandera oya gado mola ni mao ya mandera oya gado mola ni mao ya mandera no di meni ba kozara e bonga ya bomone ni ba kolega e bonga ya bomone www.zioninternationaltv.com. Nous accueillons pour vous ce soir l'homme politique qui n'est plus à présenter, c'est Monsieur Nimba Mpele Demantele, avec qui nous allons traiter de sujets brillants. Nous laisserons le temps qu'il puisse se présenter. Bonjour, je grand journaliste Williams. Il est très difficile de se présenter soi-même. Je m'appelle Nimba Mpele Demantele, je suis l'homme politique congolais. Voilà l'essentiel. Oui, merci Monsieur Nimba, bien que les présentations étaient un peu très courtes, mais on va vite passer à l'essentiel, c'est-à-dire les questions brûlantes de l'actualité congolaise aujourd'hui. Donc, en ce mois de janvier, l'actualité de la République démocratique du Congo est dominée par la convocation de l'Assemblée extraordinaire qui doit traiter de la modification de la loi électorale. Nous voulons avoir votre lecture sur ces travaux. Ok, merci. Il y a eu plus de crainte que de mal parce que on pensait que la convocation de l'Assemblée plénière extraordinaire, c'était juste pour que la majorité au pouvoir puisse encore une fois de plus modifier la Constitution dans son article 220 qui priverait le président en place de ne pas continuer au-delà de 2016. Heureusement, avec des pressions, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le pouvoir est revenu plus ou moins à la raison. Et cette question de la modification de la Constitution ne sera plus traitée. Mais par contre, il y aura quand même des modifications. On va traiter les questions de la loi électorale. Nous pensons que c'est une bonne chose, mais nous devons rester toujours sur nos gardes.
Parce qu'un gouvernement qui a montré, par sa mauvaise foi, de vouloir à tout prix modifier la Constitution pour prolonger les mandats au-delà de 2016, alors que c'était interdit par la Constitution, le jour où ils ont accepté de faire marche en arrière, nous ne devons pas gibler, mais nous devons quand même poser beaucoup de questions et rester vigilants pour savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce pour nous présenter après. C'est pour cela qu'on est vigilant. On attend les travaux, notamment par rapport à la modification de la loi électorale. Et on voit on va suivre de très près les débats. Mais est-il que moi, je ne vois même pas la raison qu'on puisse modifier, enfin aller encore changer la loi électorale. Parce que la loi, c'est avec cette loi qu'on a fait des élections dont ils sont au pouvoir. De 2006 et 2011, ils sont au pouvoir pendant 2 mandats. Je ne vois pas en quoi cette loi est devenue obsolète aujourd'hui pour nécessiter la modification, alors que c'est la même équipe qui est au pouvoir et qui en ont bénéficié. Oui, donc en disant cela, vous pensez qu'il y a quand même des arrière-pensées dans cette recherche de modification de la loi ou... Bon, écoutez, moi, je ne peux pas présumer la mauvaise foi chez les autres. Je ne peux pas juger par les intentions. Par contre, je sais qu'il y a quand même des éléments, il y a quand même des raisons valables pour pouvoir modifier aussi cette loi. L'exemple, moi, je souhaiterais qu'on élimine les bureaux de compilation. Vous voyez, donc, au Congo, quand on fait les élections, quand vous sortez des urnes avec les résultats des bureaux de vote et par les bureaux de vote, tous ces résultats devraient aller dans des bureaux de compilation. Je ne vois pas l'importance des bureaux de compilation. Et c'est là où ils essaient de transformer, de modifier les résultats. Non, mais il existait des bureaux de compilation dans les élections de 2006. Ça n'a pas posé assez de problèmes. Bien sûr que oui, ça a posé des problèmes. Quelques problèmes mineurs quand même. Moi, je ne vois pas pourquoi on sort des bureaux de vote avec les procès-verbaux, avec les résultats de vote. Je ne vois pas pourquoi, au lieu de transmettre les résultats directement à la CENI, pourquoi ça devrait transiter encore dans des bureaux de compilation? Pour faire quoi? Mais dans ce cas, est-ce que pensez-vous que cela garantirait la transparence si le résultat était acheminé directement au niveau de la CENI? Moi, j'aimerais qu'on fasse ceci, que chaque bureau de vote, qu'il y ait au moins les agents de la presse, les journalistes sur place, dans chaque centre de vote. Et une fois que les résultats sont sortis de vote, qu'ils les publient. Ça se passe comme ça, même au Sénégal. Je suis allé au Sénégal pendant les élections, ça passe comme ça. Il y a les journalistes dans chaque centre, chaque bureau de vote. Dès que le dépouillement est fini, de tricher, de changer de la vérité des urnes. Sinon, je ne vois pas l'importance des bureaux de compilation. Ah, d'accord. Donc c'est tout ce que vous reprochez à la modification de la loi électorale. On doit au moins modifier la loi électorale. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui modifient ça aussi. Moi, je pense qu'on doit modifier. Il y en a beaucoup de choses. Mais moi, le plus important pour moi, qu'il y ait plus de bureaux de compilation. Oui. C'est-à-dire que, les résultats partent bruts. On sort des bureaux de vote, on transmet les résultats par des médias, par des radios. Tout le monde sait que donc dans tel bureau de vote, tel a gagné. Comme ça, il y aura plus de... Oui, mais vos amis de l'opposition s'inquiètent beaucoup plus sur la modification de chiffrage direct et indirect. Vous, ça ne vous dit rien à ce niveau? Ça serait inconstitutionnel. Parce que dans l'article 20, ils ont dit et clairement que l'article 220 de la Constitution, parmi les articles, l'élection doit se faire au suffrage universel, direct. Oui. Okay? Alors maintenant, la loi qui viendrait après, sans que la Constitution soit touchée, qui viendrait à faire en sorte que les élections ne respectent pas cela, ce sera une loi qui sera frappée d'inconstitutionnalité. Donc ça ne passera pas. Donc s'il y aura des modifications de la loi électorale, on ne peut pas empêcher à un gouvernement de modifier une loi, mais ils vont tenir compte
cette Oui, de cette oui. Entre-temps, il y a la question de la modification de la loi électorale. Et de l'autre côté, nous avons la mise en place de l'ONIP, l'organe chargé du recensement de la population. Dans ces conditions, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays dans ces méli-mélos de marchandage un peu de lois de gauche à droite? Ce que moi je crois est que donc nous, parfois, on fait des problèmes là où il n'y en a pas. L'ONIP, c'est-à-dire l'Office d'identification de la population, n'est pas incompatible avec l'organisation des élections. Je donne un exemple simple. Identifier la population, c'est pour arriver à établir des cartes d'identité. Mais ça n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Si je prends l'exemple en France, les Français, ils ont leur carte d'identification, d'identité. Mais pendant les périodes des élections, ils vont s'inscrire pour avoir leur carte d'électeur pour aller voter. Alors maintenant, on peut mettre en place l'organisation pour identifier la population, les recensements, sans qu'il soit un frein aux organisations des élections en cours. Parce qu'il y a la carte électorale. Vous voyez, cette carte électorale, on a toujours voté avec cette carte électorale. On n'a pas besoin d'attendre la carte d'identité pour aller voter. Donc, oui, mais ONIP peut continuer son travail de recensement. Parallèlement les élections vont suivre à l'organisation par rapport à ceux qui ont pris leur carte d'élection. Oui. Parce que même si on a nos cartes d'identité, quand on va aller aux élections, il y a toujours les registres ouverts pour aller s'enregistrer, pour prendre sa carte d'élection. Il n'est pas dit que toute personne qui aurait sa carte d'identité devrait nécessairement aller voter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit le nombre d'inscrits. Le nombre d'inscrits, ce sont les citoyens qui sont reconnus en tant que tels, mais qui vont s'inscrire parce qu'ils ont la volonté d'aller voter. Et ce n'est pas incompatible. Je ne vois pas pourquoi on en fait un problème. L'ONIP peut faire son travail de recensement et le fichier électoral devrait continuer comme on a toujours fait, comme on a organisé les élections en 2006 et en 2011. Oui, mais est-ce que c'est dans la volonté du gouvernement de mettre l'ONIP en place et essayer de sortir les calendriers global des élections? Parce que c'est ce qui est demandé au niveau de la communauté internationale pour que nos élections soient financées. On dit que la CENI n'a pas assez de moyens pour organiser des élections, alors que les bailleurs de fonds sont prêts à donner les moyens à condition qu'on puisse sortir les calendriers global. Oui, si je reviens par rapport à l'ONIP, si le gouvernement pense que en lançant l'ONIP, c'est pour empêcher qu'il y ait des élections. Pour amener les élections en 2018. Les élections ont toujours eu lieu dans ces pays depuis 2006. Il n'y avait pas de recensement, il n'y avait pas d'ONIP. Oui. Alors, s'ils pensent que c'est avec cela qu'ils vont chercher à retarder les élections pour encore laisser le président en place, le président Joseph Kabila, au-delà de 2016, il se trompe. Parce que jusqu'au 19 décembre, 3 mois avant le 19 décembre, il devrait y avoir des élections présidentielles, tout consort, pour que le 19 décembre, le président élu puisse prêter serment. Alors je ne pense pas qu'après avoir resté 2 mandats au pouvoir, il va vouloir assez que le pays replonge dans les désordres créés par eux. Non. Donc je crois que les élections vont avoir lieu et que l'ONIP va faire son travail d'identification. Oui, donc je voulais aussi vous poser la question de savoir quelle lecture aviez-vous fait sur l'anecdote des 3 pénaltys que Moïse Katumbi avait évoqué à son retour à Lubumbashi. C'était bien trouvé, j'ai bien apprécié. Il y a eu des faux premiers pénaltys. Tout à fait. Les gens ont boudé. Deuxième faux penalty, les gens ont encore boudé. Maintenant, il va encore qu'il y ait 3e penalty, mais les gens vont descendre sur le terrain. Ça, c'est simple. Donc, il a bien expliqué la situation actuelle du Congo. Premier
penalty, faux penalty, c'est le premier mandat de Joseph Kabila qui était entaché d'irrégularité. Deuxième faux penalty, c'est le mandat de 2011 de Joseph Kabila que tout le monde décrit. Oui, tout à fait. Alors maintenant, si on veut prolonger encore pour qu'il y ait troisième penalty, mais à ce moment-là, donc vous voyez que donc, les gens, c'est la population. Les supporters vont descendre sur le terrain, c'est la population ne va pas laisser, il va descendre sur la place pour le faire partir, c'est-à-dire comme au Burkina Faso. Ça sera Burkina Faso. Donc, les jours où il fera cela, le Congo aura au moins son Burkina Faso. Tout à fait. Oui, nous allons passer à la question suivante, de savoir quelle lecture faites-vous de la mise en place de la toute dernière équipe gouvernementale dite de la cohésion nationale qui vient de se mettre en place? Ok, écoutez, quand ce gouvernement a été mis en place, j'ai dit que donc c'est un gouvernement de fin de règne de Joseph Kabila. Ah, d'accord. Moi, la lecture que j'ai faite de ce gouvernement est celui-là. C'est celle-ci. Kabila a régné depuis le temps qu'il a régné. Kabila, dans le deuxième mandat, a régné aussi. Il y a eu beaucoup de demandes qui n'ont pas pu satisfaire compte tenu de la ligne qu'avait adoptée Matata Ponyo. Et maintenant, comme il sait qu'il est à la fin, il lui reste des mandats, il ne va pas renouveler, il sera parti. Il ne veut pas qu'il parte avec les gens qui le tiendraient que dirais-je, les gens avec le mécontentement, c'est-à-dire laisser certaines personnes avec le mécontentement. Oui. Alors, donc, comme il va partir, il voudrait bien rester calme après son pouvoir, après 2016, qu'il n'y ait pas de mécontentement auprès de ses amis ou anciens amis. C'est pour cela que donc il a fait ce gouvernement pour essayer de satisfaire tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas au pouvoir, tous ceux qui se boudaient au coin, comme ça au moins tout le monde, on les laisserait après 2016 en paix. Pourquoi? Parce qu'il a pu faire son ton, il a pu satisfaire à tout le monde. Moi je vois ce gouvernement dans ce sens-là. Oui, mais est-ce que pensez-vous que Kabila, au vu de ce que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui pourrait faire comme la mère Mende avait dit qu'en 2016, il y aura une passation civilisée du pouvoir? Est-ce que c'est le genre d'homme à faire la passation du pouvoir civilisé? Moi, je ne vois pas un super homme. Le problème est simple. Nous sommes dans un pays. Nous avons choisi vivre dans un État, dans une nation, dans une patrie. Et pour vivre dans une patrie, il y a des règles qui ont été choisies par nous. Tout à fait. Et les règles qui s'imposent à tous. Oui. Moi, je ne vais même pas poser cette question. Le problème est que donc en 2019, le 19 décembre 2016, il y aura un président élu qui ne sera pas Joseph Kabila, qui fera la passation. C'est une imposition, c'est une obligation. Croyez-vous vraiment, êtes-vous optimiste? Mais pourquoi me poser même question d'optimisme? Est-ce que pensez-vous aujourd'hui aux États-Unis, on va s'attendre par exemple parce qu'en Afrique, c'est toujours les hommes forts qui ont des on va s'attendre à Obama lors d'un discours qui dise que je ne vais pas continuer mon mandat au-delà de son dernier mandat. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il a été bien établi qu'il fera des mandats, c'est tout. C'est pareil que chez nous. Je ne vois pas pourquoi nous devons poser tout ce genre de questions. Nous avons notre constitution qui a délimité des mandats. À la fin des mandats, normalement, Joseph Kabila devrait faire passation du pouvoir le 19 décembre 2016 avec le président élu. C'est simple. Pourquoi allons-nous chercher sur les intentions, aller poser des questions si Kabila, il faut qu'il dise s'il va partira pas. Et ça, c'est chercher les problèmes là où il n'y en a pas, parce qu'on est quand même des grandes personnes, on est en maturité. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que, par exemple, aux États-Unis, comme je venais de dire, que les Américains se posent des questions pour demander à Obama s'il va partir à la fin de son mandat ou pas? Ça ne se fera pas, parce qu'il va partir, c'est comme ça la règle du jeu. Mais arrêtons quand même de
d'un musée, de galeries, distraire les gens n'importe comment. Kabila doit partir à la fin de son mandat. Pourquoi? Parce que notre constitution en a voulu dessus. Un point trait. D'accord, d'accord. Oui, c'est bien clair parce que vous n'avez pas mis votre langue dans la poche pour dire les choses telles qu'elles sont. J'espère que... Un référendum, c'est la volonté du Congo et il n'y a personne qui est au-dessus de la volonté de la constitution. Mais avec les armes, on se prend toujours pour... Mais quand on prend les armes, on est hors la loi. Et tu vas prendre, parce que la Constitution refuse. Pourquoi prendre des armes par rapport à des choses que toi-même tu as acceptées, que tu as les garants de la nation, de la Constitution, tout ça. Il n'y a pas de raison. Pourquoi prendre les armes? Contre qui? Oui, vous êtes revenu dans votre discours à la nation sur le fait que la population a toujours encaissé des milliards de vœux, de bonnes choses, de tout genre, des hommes politiques, tout ça. Pour cette année, que dites-vous par rapport à tous ces vœux que vous jugez d'ailleurs hypocrites, que les hommes politiques, que vous êtes aussi adressés à la population à chaque occasion de la nouvelle année? Oui, justement, c'est la démagogie. Je pense que nos hommes politiques, nos dirigeants politiques, nos présidents sont des démagogues. Parce que gérer un pays, gouverner, c'est prévoir. Quand ils viennent dans la fin de l'année, pour en début de l'année, présenter le vœu aux citoyens, le vœu le meilleur à la population, à la nation, mais ils devraient quand même préalablement savoir qu'ils ont mis en place la politique qui, allant en améliorant la situation des citoyens. Est-ce que ça se fait? Mais non. Mais moi, je devrais avoir honte, moi, si je suis dirigeant, et que je sais que je n'ai pas un projet, je n'ai pas un programme qui changera d'iota, ne serait-ce que le bien-être du peuple congolais, je me sentirais mal de venir à la télévision, de présenter le meilleur vœu. Mais non, ça, c'est se moquer des Congolais. Je ne le ferai pas. C'est pour ça que je dis ceci, que donc aujourd'hui, que les Congolais ne donnent plus audience aux vœux tant qu'il n'y a pas de changement. Oui, c'est maintenant coutume que... Qu'ils prennent le courage, qu'ils ne donnent plus audience à ce vœu, qu'ils prennent le courage. Ils sont des souverains primaires. Le tout dépend d'eux. Le tout dépend des Congolais. S'ils disent aujourd'hui qu'ils veulent les changements au Congo, il y aura les changements au Congo et personne ne va les empêcher. Personne. Le malheur est en nous parce que nous continuons à applaudir les bourreaux. Nous applaudissons nos bourreaux. Oui, parce que vous avez dit aussi que si le peuple considère que tel ou tel dirigeant est la cause de leur malheur, il faut qu'il s'en débarrasse. Justement, et si le peuple ne le fait pas, ce n'est pas la faute aux dirigeants, c'est la faute au peuple. Parce que la Constitution est là, les lois du pays sont là, on leur a attribué même, ils portent même la couronne du roi, c'est-à-dire des souverains primaires. Ce sont eux les souverains. Mais s'ils sont incapables de mettre en pratique ou d'exercer leur pouvoir par rapport à ce qu'ils ont mis en place, la faute n'est pas à ceux qu'ils oppriment, la faute est à eux-mêmes, le peuple congolais. C'est pour ça que je dis que donc, il est temps, 54 ans, ça suffit. Un homme de 54 ans doit être à mesure de prendre ses décisions seul et de décider seul de son avenir. Le Congo a 54 ans et il n'est plus question qu'on continue à se comporter comme un bébé. Tout à fait. Voilà, il est temps qu'on prenne les décisions et qu'on décide par nous-mêmes quels sont les dirigeants que nous voudrons bien mettre en place, quelle est la politique que nous voulons pour notre bien-être et quel est l'avenir que nous voulons réserver à des générations futures. Et cela dépend de nous. L'avenir du Congo est entre nos mains et dépendra de ce que nous en ferons. Oui, monsieur Nimbampele Demantele, vous êtes un homme politique congolais qui a pignon sur rue. Nous voulons essayer de prendre votre mot qu'on peut retenir dans tous les discours de la nation que vous venez de donner parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Que peut-on retenir de votre discours à la nation pour cette année et que demandez-vous à la population congolaise pour cette année et surtout pour les enjeux qui sont en face de nous entre les années 2015 et 2016? Je leur demande, c'est simple. Je dis ce qu'en 2015,
2016, c'est à eux de décider. Ils ont le choix. Le choix de faire en sorte que plus jamais rien ne soit comme avant. C'est-à-dire que le Congo marche dans les droits chemins vers sa prospérité, plutôt que de replonger le Congo en arrière en continuant à vénérer les dictateurs. Le choix est entre leurs propres mains. Et le moment de choix est là. Et le moment de choix, ça sera en 2015. Nous ne devons pas rebasculer dans la dictature. Parce que si nous ratons 2015, si nous ratons 2016, s'il n'y a pas la transition démocratique, cela voudrait dire qu'on est replongé dans la dictature. Ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses meilleures à faire dans la démocratie plutôt que des choses d'attendre dans la dictature. On ne peut pas vous penser que donc ce n'est pas le fait qu'on vous dit qu'allons aux élections, mettre les bulletins dans l'urne, qu'on dira qu'il y a la démocratie. La démocratie, c'est vous. C'est vous les Congolais qui en déciderez. Si vous avez le contrôle effectif de vos dirigeants, alors nous n'aurons même plus besoin d'aller au vote ou pas, parce que vous êtes capable, vous serez capable de déposséder un dirigeant qui s'est mal comporté à la minute. Donc c'est ça, je veux que donc vous soyez les souverains primaires et que vous utilisez à fond le pouvoir qui est le vôtre. Oui, ça sera ma toute dernière question. Je voudrais savoir si, pour faire partir un dirigeant tel que Kabila du pouvoir, il faut que l'opposition soit soudée. Est-ce que y voyez-vous vraiment la solidité de l'opposition, ou l'opposition est encore, se bat encore en ordre dispersé? Et quel sera votre message aussi à la classe politique de l'opposition pour avoir une seule voix dans ce que nous recherchons, c'est-à-dire d'arriver à l'alternance pour 2016? Moi, je crois que donc je n'ai même pas parlé de l'opposition politique. L'opposition, les opposants sont le reflet de ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'adresse directement au peuple. Et que le peuple prenne des responsabilités. Et à ce moment-là, quand le peuple a pris ses responsabilités et qui a été choisir un dirigeant, il y aura les changements. Ceux qui sont dans l'opposition, ils sont dans l'opposition pour aller faire ce que les autres font au pouvoir. C'est la même chose, on a vu. Il n'y a pas encore cela. Tant que donc ça ne sera pas le peuple congolais qui se lèverait sous forme de la révolution et qui déciderait que nous avons choisi un tel pour nous diriger, tant que ça ne sera pas comme ça, tout comme ceux qui seront aux affaires, tout comme ceux qui seront dans l'opposition, ce sont deux le miroir. C'est blanc bonnet, blanc. Parce qu'on voit comment ils gèrent leur parti politique dans la dictature. Quand on empêche à Laurent Désiré Kabila que son fils lui a succédé, mais on ne peut pas accepter non plus que dans l'UDPS, que ce soit le fils de Tshisekedi qui va les remplacer. Vous voyez, donc c'est la même chose. Que ce soit à l'opposition, que ce soit au pouvoir, c'est le même principe. Quand vous allez dans les partis politiques, vous retrouvez des dictateurs en poste. Donc, je pense que donc aujourd'hui, la démocratie, c'est quelque chose qui doit être ancré dans nos mœurs. Tout à fait. Et seul le peuple congolais, ayant conscience de cette démocratie, pourrait apporter des changements significatifs pour la paix et le développement durable. Je pense que tout le monde est d'accord avec vous. Puis vous avez dit que c'est le moment des changements. C'est le moment. Donc, c'est ce que la population congolaise doit retenir sur ces mots que nous sommes arrivés à la fin. Nous avions derrière la caméra M. Daniel Nkanga, et puis à la régie d'antenne, nous avions Claudine Nkanga. Donc, nous aurons l'occasion de vous inviter pour la prochaine fois pour d'autres éclairages sur notre plateau. Nous vous remercions beaucoup. Merci de votre visite. Je serai toujours là. Ok. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.